Artaud écrit « Je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés, depuis le simple fait de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. » Si Artaud écrit à Rivière, c'est parce qu'il est poète, auteur de théâtre et de nombreux récits, comédien, théoricien du théâtre brillant, artiste pionnier, et aussi victime d'une souffrance extrême et sans doute incomprise, et qu'il a tenté toute sa vie de surmonter. Mais il nous faut éviter d'emblée l'écueil du lieu commun qui voudrait que Artaud soit fou car génial, ou génial car fou, c'est-à-dire établir un rapport de causalité entre folie et génie créatif, ce qui est un fameux mythe romantique. Ce qui est fondamental, c'est que Artaud est un créateur très productif et sûr de son talent, et parallèlement un malade dont nul ne peut douter de la souffrance. Chez lui, pensée et souffrance sont liées. Dès lors, il me semble indispensable d'accompagner la vie d'Artaud pour comprendre ce lien complexe entre sa souffrance profonde et son talent inédit. Commençons donc par quelques éléments biographiques. Dès 5 ans, Artaud présente des troubles nerveux et développe très vite des préoccupations mystiques. Plus tard, il est diagnostiqué syphilitique. Il passe beaucoup de temps en cure, où il lit beaucoup puisqu'il a beaucoup de temps. Parallèlement, pour calmer sa douleur corporelle et son angoisse, Artaud consomme depuis toujours beaucoup d'opium, qui l'apaise, mais qui excite aussi ses aspirations mystiques. À 26 ans, c'est ses débuts au théâtre, puis au cinéma. Artaud est alors un homme très beau et très charismatique. Vous pouvez voir de lui des images en ligne, ou même voir quelques films qui sont proposés par Mire dans la salle d'à côté, où on voit le visage d'Artaud si stupéfiant. Sa créativité, y compris au sein des surréalistes, est très importante, comme son œuvre poétique et théorique. Et par exemple, l'essai fameux « Le théâtre et son double » ne cesse encore aujourd'hui de jouer un rôle essentiel. Par ailleurs, la puissance inédite de sa parole, comme de sa présence, a aussi beaucoup marqué ses contemporains. Mais en 1935, après l'échec de sa pièce « Les Sanchi », c'est le début de la chute d'Artaud, qui part alors pour le Mexique, puis en 1937 pour l'Irlande, où, en proie à une crise de démence, il est rapatrié, puis interné, et ce jusqu'à la fin de la guerre. Il connaîtra 3 instituts psychiatriques, Villévrard, Rodez, Ivry, j'y reviendrai. Une anecdote me paraît importante, c'est la suivante. Le 7 juin 1946, au théâtre Sarah Bernard, est organisée une soirée d'hommage à Artaud avec toute l'intelligentsia parisienne, Gide, Blin, Breton, Jouvet. Mais Artaud reste dehors parce qu'on lui refuse l'entrée à sa propre soirée, tant il était vêtu bizarrement. Parallèlement, il travaille toujours, mais il va aussi de plus en plus mal. En 1947, il prépare une émission radiophonique pour en finir avec le jugement de Dieu, qui sera interdit, censuré. Et enfin, hélas, le 4 mars 1948, Artaud meurt, recroquevillé au pied de son lit, tardivement reconnu par ses pairs. Comme celle de Nietzsche, la maladie d'Artaud est ontologique, voire métaphysique. Elle porte sur l'essence de l'être. Dans les lettres à Rivière, il évoque un effondrement central de l'âme, une maladie qui vous enlève la parole, le souvenir et vous déracine la pensée. Pour sublimer cette souffrance corporelle et psychique, Artaud développe donc une pensée mystique. D'où le départ pour le Mexique, puis l'Irlande, où, délirant, il est interné à l'asile de Villévrard, en zone occupée. Ses amis, comme Desnos, s'alarment des conditions déplorables d'internement, parce que devant le besoin d'Artaud, le besoin impérieux de drogue, et devant la violence de ses démences, sur demande de Desnos, qui s'inquiète de son état, il est transféré à Rodez, en zone libre, donc, en janvier 1943, sous la direction du docteur Ferdière. C'est donc à Ferdière que Desnos écrit « Vous devriez vous occuper d'Artaud ». Dans une autre lettre à Ferdière, alors qu'Artaud est encore à Villévrard, Desnos insiste « Je l'ai trouvé en plein délire. Il me paraît bien installé dans ses fantasmes et difficile à guérir.
Artaud est donc en proie à un fort dérèglement mental à ce moment, et les crises mystiques continuent de façon alarmante. Une fois à Rodez, Ferdière le pousse à écrire et à dessiner. C'est un psychiatre qui n'est pas si borné que ça, contrairement à ce que l'image que vous voulez lui en donner certains proches d'Artaud. Mais c'est un médecin qui est très critiqué pour ses pratiques thérapeutiques jugées barbares. Et c'est là toute l'ambivalence du docteur Ferdière, qui est à la fois le bourreau et le sauveur d'Artaud. En effet, Ferdière administre 58 électrochocs entre 1943 et 1945 à Artaud, concluant pour Ferdière, puisque Artaud se remettait à écrire et à dessiner, mais terrifiant pour Artaud, qui y voit une punition et un moyen de lui faire, je cite, « perdre la mémoire de mon moi qu'il trouvait beaucoup trop conscient ». Donc Artaud lutte contre les électrochocs qu'il considère comme nuisibles à son corps comme à son esprit. Et plusieurs lettres de supplication à Ferdière suivront contre le traitement. Artaud s'adresse même à un autre médecin en 1945 en ces termes. « L'électrochoc, monsieur la Trémolière, me désespère. Il m'enlève la mémoire. Il engourdit ma pensée et mon cœur. Il fait de moi un absent qui se connaît absent et se voit pendant des semaines à la poursuite de son être, comme un mort à côté d'un vivant qui n'est plus lui, qui exige sa venue et chez qui il ne peut plus entrer. »